Alors, je vais vous présenter les uns et les autres qui nous rejoignent. Guillaume Manelli, donc, qui se trouve totalement à l'autre bout, là, contre la table. C'est le directeur exécutif de Visiative, partenaire de cette tournée. Visiative, qui est un groupe lyonnais, éditeur de solutions logicielles, spécialiste de la transformation digitale des PME et des ETI et du conseil en financement de l'innovation. Soyez le bienvenu, Guillaume. Voilà, bonjour. À ses côtés, il y a Éric Sinclair. Bonjour, Éric. Le régional de l'étape, enfin l'un des régionaux de l'étape, puisque Sylvain représente le Grand Ouest. Éric Sinclair, président du groupe Enco. Le siège, il est à Blanquefort, une très très belle ETI, experte en maintenance industrielle, préventive, curative, améliorative de machines industrielles, mais aussi des solutions sur mesure d'automatisation, de robotique. Voilà, et vous évoluez dans le club ETI de Nouvelle-Aquitaine. Où il est, Serge Dosset? Serge, ben voilà, un ami de Serge Dosset, voilà, vice-président du club ETI de Nouvelle-Aquitaine. Sylvain Grassefa est avec nous à nouveau comme arène, comme Guillaume, bien sûr. C'est le directeur régional Ouest-Bretagne, Pays de la Loire de Icanto, partenaire également de cette tournée qui évolue dans le groupe industriel SNEF, qui est un spécialiste de la transformation numérique et de la robotique avec presque 900 collaborateurs répartis sur la plupart des continents. Alors, question toute simple, je vous pose à chacun autour sur cette scène. En quoi le numérique est un levier clé pour accélérer la transition RSE, transition environnementale, transition humaine? C'est quoi? Tiens, Guillaume, on va plus vite, on va à l'essentiel. Le numérique doit apporter de la valeur dans la prise de décision. Donc, on a une accélération du numérique, de la consommation du numérique en général. D'ailleurs, je fais un pas de côté. On n'a jamais envoyé autant de mails que depuis qu'on exerce, et pourtant, l'interaction humaine devient de plus en plus importante. Donc, le paradoxe de tout ça, c'est plus on va faire du numérique, plus l'interaction humaine va être importante. Donc, ma conviction, c'est que le numérique, c'est bien, mais la conviction de mettre les gens en relation avec l'échange, et notamment sur la base de l'échange intuitif personnel, elle est extrêmement important. Donc plutôt qu'envoyer un mail, et on y reviendra, à son collègue d'en face, et je le vois tous les jours dans mes équipes, c'est mieux de se lever et d'aller se parler. C'est du bon sens paysan, mais en tout cas, c'est des usages qui sont de plus en plus réalisés. Et avec l'avènement des messageries instantanées type Slack, Teams, etc., c'est encore plus vrai. Donc je pense que le numérique doit être un numérique responsable, et on y reviendra autour des échanges, mais l'accélération du numérique va favoriser la prise de décision sur tout un tas de sujets, notamment la traçabilité, notamment la réutilisation des produits. On voit qu'il y a des nouvelles réglementations qui nous arrivent, notamment avec le passeport digital, qui va nous exiger une traçabilité encore plus importante dans les différentes industries, le textile, l'agroalimentaire, l'industrie. Et le numérique va jouer un rôle prépondérant dans ces nouvelles façons de consommer le numérique. Donc, je pense que la data doit être source d'inspiration pour prendre les bonnes décisions, d'aider les collaborateurs, les chefs d'entreprise à se réapproprier les décisions avec des éléments factuels et de permettre d'optimiser un certain nombre de sujets au quotidien dans leurs équipes, que ce soit de la maintenance prédictive, que ce soit de la traçabilité, que ce soit de la mise sur le marché de produits. Bref, le numérique est à tous les étages, mais on va se le réapproprier de manière intelligente. Éric Sinclair, Enco, justement, en quoi le numérique est un accélérateur de la transition RSE à vos yeux? Qu'est-ce que vous faites concrètement chez vous, dans votre ETI de Blanquefort? Alors nous, notre activité, effectivement, c'est d'avoir une comptabilité carbone, voilà, de traiter ça de manière sérieuse. Donc pour faire le lien à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce qu'on fait appel à des consultants ou est-ce qu'on fait... Donc nous, on a fait appel à des consultants pour comprendre le problème et pour monter en compétences internes. Moi, ma vision, c'était qu'on n'arriverait pas à avancer si les gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient et si on n'avait pas un reporting fiable et dans lequel on peut avoir confiance. Et bien, on se heurte, et on est en train de le faire, donc on met en place un outil de comptabilité dans lequel les gens doivent avoir confiance, et donc il faut traiter de la nouvelle donnée, il faut la traiter en masse, il faut la vision, c'est d'avoir un reporting de ça qui soit aussi fidèle, aussi sympa à utiliser, et aussi motivant que lorsqu'on va faire des données d'activité ou des données comptables. Quel usage vous faites pour peu que la comptabilité soit sympa à regarder, mais bon, ça c'est notre débat. Oui, c'est quoi l'usage que vous faites des données et à quelle fin justement sur ce terrain de la RSE? Moi, c'est pour mesurer ce qu'on fait, en fait.
Voilà, c'est justement pour éviter l'effet donc, qui, dans notre culture très technique, aurait un effet répulsif, de ne pas donner l'impression de faire du greenwashing. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, si on fait quelque chose de bien, on doit le mesurer. On doit mesurer ce que ça fait. Donc il faut collecter la donnée, la traiter, et qu'elle soit comprise et visible. Donc concrètement, par exemple, quoi, vous récoltez des données pour consolider de manière fiable le bilan carbone, ce sont des choses comme ça que vous faites? C'est ça. Donc j'avais fait mon premier bilan carbone et j'étais assez frustré parce qu'on avait l'intervention d'un consultant. Donc voilà, ce que je retiens comme ne plus faire avec le consultant, il vient, il fait un joli rapport, super PowerPoint, ok, et la suite, on recommencera l'année prochaine. Et entre les deux, en fait, on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc là, moi, j'ai choisi un consultant qui m'a implanté en fait un outil, parce qu'il y a des outils logiciels un peu pour tout, voilà, qui va permettre d'avoir la main sur la donnée, de la traiter et de faire monter en compétence des gens qui vont l'alimenter et qui vont faire le reporting. Et ça, il faut que ce soit fait en interne. Il faut que ça soit fait en interne, il faut que ça soit fait régulièrement. Comme vous le dites, il ne faut pas le faire juste un one-shot, on se fait plaisir. Exactement, c'est au fil de l'eau. C'est comme la compta, on enregistre les infos au fil de l'eau. Ouais. C'est le début, c'est la vision. Ouais. Vous le disiez, c'est le début, c'est un outil que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en cours de déploiement justement. Comment est-ce que vous procédez pour mettre en place ce type d'outil justement? Là encore, des bons conseils peut-être à donner, des expériences à partager ici avec l'entreprise du futur. Alors, le consultant nous l'a implanté, c'est-à-dire qu'il a mis le T0 dedans, on a un premier jet de données. Et puis après, on y va. Alors moi, comme c'est nouveau et que j'aime bien comprendre, je m'implique un peu personnellement pour comprendre ce qui est. Et puis après, pour donner la main, comme toute chose nouvelle, il y a un volet formation interne, compréhension, formation qui est important. Identifier les bonnes personnes. Comme c'est un changement, identifier un peu les personnes volontaires qui vont être moteurs et les former pour qu'après ça fasse tâche d'huile, quoi. Nécessairement. Sylvain Grasséfard, Iconto, justement, le numérique est-il ou pas un accélérateur de transition RSE? Donnez-nous quelques exemples concrets en quoi ça peut nous servir, en quoi ça peut leur servir dans leurs entreprises. Alors, le numérique, dans les entreprises, aujourd'hui, je dois dire que sur les sujets liés à la data, à l'informatique, à l'adoption de ces technologies, il y a un souci que je constate, c'est que souvent, on est toujours un peu déconnecté finalement d'une stratégie réelle quand on parle de numérique, l'impact carbone, l'impact social de ces outils-là est pas suffisamment un driver dans les projets qu'on réalise. Aujourd'hui, les projets qu'on réalise, si je dois donner des exemples, c'est des sujets très opérationnels. On est vraiment dans la partie donc tout à gauche du schéma de tout à l'heure. On est dans comment est-ce qu'on va optimiser les coûts de transport, comment on va améliorer nos activités de maintenance. Donc, on a des choses qui fonctionnent très très bien. Maintenant, pour que ce soit un accélérateur, c'est un outil, un numérique, c'est toute une gamme d'outils. Et si on veut vraiment avoir un impact positif, utiliser ça comme un accélérateur, il faut que ce soit support d'une stratégie. Et je pense que c'est l'un des gros drivers sur lesquels on doit travailler aujourd'hui pour faire en sorte que ça accélère vraiment cette transition. On va vous donner les bons conseils dans un instant. Juste un mot, Guillaume Manelli, de Visiative. Souvent, le numérique, comme je disais, les centres de serveurs, l'email qu'on envoie à son voisin, tout ça, ça bouffe de l'énergie, ça fait de la chaleur, qu'il faut refroidir, tout ça. Expliquez-nous comment, justement, limiter et montrer que le numérique n'est pas lui-même une source de carbonation. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je reviens sur ma baseline, c'est le collaborateur. Il faut sensibiliser les collaborateurs à consommer du numérique différemment. Bon, ça c'est le premier aspect, c'est à la portée de tout le monde et l'expliquer c'est important. Tous les acteurs du numérique sont en train de travailler sur un sujet de fond. C'est que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on a des petits enfants de 5 ans, moi j'en ai un qui a 6 ans, il laisse la lumière allumée tous les jours. Et c'est insupportable puisque je peste, ma maman elle me disait toujours, c'est toi qui payes la facture d'électricité? Et j'ai non. Bon, aujourd'hui je lui répète la même chose, alors du coup j'ai l'impression d'être beaucoup plus vieux qu'avant. Dans le numérique, c'est pareil. Quand vous allez consommer du numérique, vous allez laisser la lumière allumée et il faut l'éteindre quand on arrête de consommer du numérique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie FinOps. C'est la capacité de cloisonner, de partager des serveurs, mais surtout d'éteindre la lumière. Donc quand on fait du Teams et qu'on consomme différents services de Teams, c'est bien de les désactiver parce que sinon ça reste allumé et la consommation elle va exponentielle et notamment les usages à la facturation puisque c'est les nouveaux modèles SaaS, on facture à l'usage donc ça monte très très vite la facture d'électricité. D'ailleurs sur ce point-là, et c'est marrant, l'actualité nous a rattrapés,
tout le monde utilise ChatGPT. ChatGPT, ça consomme de la carte graphique, donc NVIDIA. NVIDIA extrêmement bien valorisé sur sa capitalisation boursière. Donc tout le monde utilise du ChatGPT qui vient ni plus ni moins juste démocratiser l'utilisation de l'IA. Et puis il y a quelques semaines, le lancement du chinois, donc du grand méchant chinois DeepSeek, avec une promesse de valeur de dire moi je vais faire la même chose avec 50% moins de consommation énergétique et plus rapide. Et là, la valo de NVIDIA s'est cassé la figure. Donc c'est intéressant, on commence à toucher du doigt que même dans le digital, on va être impacté par les sujets RSE et qu'il va falloir mobiliser un certain nombre de sujets, et notamment la stratégie FinOps. Donc tous les éditeurs IT sont en train d'aller vers ça, même pour leur propre maîtrise de facture. Nous, on a besoin de maîtriser notre capacité de développement, et donc on est en train de travailler sur ces stratégies-là. Donc quand on transpose ça dans le monde industriel, par exemple, il va falloir consommer des usages différemment. Là où je rejoins ce que dit Sylvain, c'est le stratégie n'est pas à côté de la stratégie, mais dans la stratégie de l'entreprise. Et donc d'inclure cette stratégie digitale au service de la stratégie de l'entreprise, je pense que c'est important. Et l'intelligence artificielle, alors évidemment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle aide cette intelligence artificielle finalement à être moins gourmande? Voilà, c'est un petit peu compliqué ce que je demande, mais moi je pense que l'IA, du bon sens aussi, quoi. Voilà, l'IA, de tournée en tournée, on en parle de l'IA, tout le monde en parle tous les jours. C'est presque devenu tarte à la crème, mais je pense que il faut trouver des usages verticaux, pragmatiques, qui viennent craquer un sujet. Il y en a plein. Alors, c'est le job de Sylvain, entre autres, mais récemment, j'ai rencontré une start-up qui s'appelle Fabera. Elle vient craquer un sujet qui est l'édition de devis dans la cotation de devis pour faire des pièces de fabrication. Ils ont fait un IA qui permet de récupérer le modèle 3D, de collecter la gamme d'usinage en lien avec l'ERP et de faire des devis par apprentissage. Donc on voit bien que plutôt qu'aller chercher du temps à optimiser des devis, etc., là on va simplifier la vie du collaborateur, on va optimiser son cycle machine dans la production, etc. etc. Donc il y a plein d'effets positifs, vertueux, et c'est une boucle qui normalement doit améliorer le collectif de l'entreprise. Alors justement, Sylvain, l'expert Icanto, prenons des cas, prenons des exemples. L'IA au service de l'environnement, l'IA au service de l'humain, dans l'entreprise, justement. Toutes ces questions, on se les pose. Vous les posez. Sylvain Grassefa. Hier, on parlait de réindustrialisation. Et avec le porte-parole de la région qui était là, qui est formidable. Et d'un des enjeux qui est le recrutement, la formation, la gestion des collaborateurs, la gestion des compétences. Typiquement, là, Guillaume parlait de ChatGPT, donc on parle de l'IA générative. C'est un extraordinaire levier pour justement permettre à des collaborateurs de monter en compétences rapidement sur... pour citer un exemple chez un client, c'était un sujet de maintenance. Ils avaient beaucoup de difficultés à recruter des opérateurs de maintenance et à les faire monter en compétences rapidement. Ça prenait 1 an et demi. Ils avaient un gros problème de turnover aussi. Donc du coup, ils étaient un petit peu dans une course en avant à la formation de ce type de profil. L'IA générative apporte des solutions. Donc ça peut être intéressant sous un aspect. Après, sous un aspect personnel, dans mon métier de consultant, moi je me sers beaucoup de ces technologies. Pourquoi ? Parce que quand je fais des interviews de clients, mon focus lors de cet exercice était beaucoup jusqu'à maintenant sur prendre des notes, ce qui a très peu de valeur ajoutée, ce qui me génère très peu d'épanouissement personnel. Et c'est vrai que pouvoir du coup utiliser ces technologies pour tout simplement m'abstraire de cette contrainte de prise de notes et de me focaliser sur l'échange avec la personne, comprendre ses problèmes, être vraiment dans l'échange, ce qui me procure pour le coup beaucoup de plaisir, c'est quelque chose sur lequel je peux me recentrer. Donc la technologie peut avoir un aspect très positif. Encore faut-il, et je rejoins ce que tu disais sur l'usage et la nécessité d'être sobre et de réfléchir à ce qu'on fait de cette technologie, parce qu'il ne s'agit pas d'en mettre partout. L'innovation, ce n'est pas que via la technique. Et donc, du coup, c'est là où il faut réfléchir à sa stratégie, à ce à quoi on veut répondre, aux bénéfices, risques derrière l'usage de ces technos, pour avoir un usage raisonné. Usage raisonné. Comment vous l'utilisez, vous, l'intelligence artificielle, chez Enco, justement, quand on fait comme ça, comme vous, de la maintenance industrielle? Est-ce qu'on l'utilise pour réduire sa consommation d'énergie, par exemple? Nous, on a un test en cours avec un prestataire.
avec une approche pragmatique terrain qui est de faciliter la vie en fait, des techniciens. Donc technicien de maintenance, c'est une denrée rare. Technicien de maintenance compétent est une denrée extrêmement rare. Et les bons techniciens de maintenance sont rarement des grands littéraires. Or, nos clients nous demandent des reportings, des comptes rendus de ce que l'on fait. Et les gens sont souvent en difficulté par rapport à ça. Ça prend du temps. Et le temps qui est la plus importante pour eux, c'est celle qui passe devant les machines. Donc en fait, on est en train de tester un outil en fait, qui est un dictaphone intelligent. Donc en fait, ils dictent ce qu'ils font et ça va leur dire s'il manque des choses. Voilà, et après, ça va le mettre en forme. Voilà. Et donc on s'en rendra compte parce qu'on aura des contenus dans lesquels il n'y aura plus de faute d'orthographe, ce qui est un bon indicateur d'un document généré par IA. Ce que j'ai appris, quand il y a un document qui n'a plus de faute d'orthographe, c'est un document généré par l'IA. Guillaume Manelli, est-ce qu'on peut faire un lien direct entre transition environnementale et transformation digitale? Est-ce que justement l'IA permet quelque part les entreprises, les aide à réduire les émissions carbone, mieux travailler sur la supply chain, mieux travailler sur la consommation énergétique? Vous êtes on est au cœur d'un sujet, alors je vais en parler tout à l'heure brièvement, mais je vais revenir dessus, le passeport digital. Ça peut être vécu comme une contrainte ou une opportunité. L'opportunité, c'est d'apporter de la transparence et de la traçabilité. On a parlé il y a quelques années de blockchain, ça parle à tout le monde, hein, mais globalement, là, ça va revenir plein badin parce que la blockchain, c'est au cœur du dispositif de la traçabilité et notamment de la traçabilité autour de la qualité. Donc, je pense que l'IA et plus globalement le numérique est un facilitateur de la transition écologique. En tout cas, j'en suis persuadé. Et notamment dans la façon de consommer responsable. Il y a plein d'usages. Aujourd'hui, on parle de Smart City. Il y a encore des années, quand on allait dans une ville, tout était allumé tout le temps. Aujourd'hui, on est capable de rythmer par les habitudes des consommateurs, donc des habitants, à quel endroit précisément on va éteindre la lumière, à quel endroit on va la rallumer, sur des créneaux horaires. Voir la rallumer quelque part parce qu'il y a un piéton qui va passer ou un cycliste. Exactement. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on est on est au début de l'ère de l'accélération de ce que le numérique va apporter. Et le paradoxe, c'est que malgré ça, il va falloir surinformer les consommateurs. Pour des usages. Aujourd'hui, il y a des applications pour à peu près faire tout. On parlait d'enregistrer les réunions, etc. Moi, j'en utilise un qui s'appelle Ploud. C'est un enregistreur de réunions qui synthétise, qui prend les notes, qui formalise et qui fait les comptes rendus. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même génial de passer du temps sur la valeur et pas passer du temps à réécrire un compte-rendu qui va être diffusé et formaté d'une bonne manière. Moi, c'est insupportable dans mes équipes, quand je leur parle et qu'ils sont derrière leur PC à prendre des notes. Enfin, c'est horrible, c'est pas humain. Et voilà, donc je pense que tout ça va dans le sens de plus d'humain, en fait. Et c'est paradoxal, mais le digital est un super vecteur de transition, qu'elle soit écologique, humaine, sociétale, environnementale, peu importe. Mais je pense qu'il faut juste se réapproprier les bons usages, simplement. C'est ça, Sylvain, c'est vrai, quand on parle de RSE, il y a le E d'environnement, il y a le S de social, et c'est vrai, n'oublions pas l'humain, comme vient de le dire Guillaume, l'IA au service des collaborateurs, au service de la lutte contre les tâches indues, les tâches répétitives, etc. Tout ça, c'est vertueux, et ça fidélise quelque part les collaborateurs. Alors pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, aujourd'hui, avoir ce pack d'IA générative, c'est comme avoir PowerPoint, Word, Excel, c'est quelque chose qui devient important pour moi. Et, je ne suis plus si jeune que ça, mais les jeunes générations vont être encore plus demandeuses de ce type d'outils. Donc je pense que c'est incontournable. Après, derrière, ça soulève une vraie question en tant qu'entreprise. C'est un sujet qui me semble être au cœur du succès de l'entreprise, c'est comment est-ce que je fais pour repenser mes carrières, quel va être l'impact sur les métiers, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que ces outils permettent plus d'humains, comme tu le disais Guillaume, permettent aux gens d'échanger de manière plus qualitative sans les remplacer. Parce que du coup, l'IA, c'est vrai que ça génère pas mal d'anxiété. Il y a pas mal de méconnaissances aussi. Donc c'est un axe hyper important sur lequel les entreprises doivent travailler, je pense. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Comment est-ce qu'on évangélise justement pour convaincre, rassurer autour de l'IA? Comment est-ce qu'on fait pour les collaborateurs? Par exemple, Eric, vous qui mettez en place un nouvel outil,
Vous les avez réunis, vos collaborateurs, pour leur expliquer, pour leur rassurer, pour leur dire en quoi ça pourrait leur être utile aussi, surtout? Alors, dans le cas précis, non, on a choisi des testeurs. En fait, on a travaillé avec un prestataire et un chef de projet en interne. On a imaginé quelque chose d'assez light et on l'a fait tester. On l'a fait tester et partant du principe que, en choisissant des gens qui sont assez moteurs, mais qui sont représentatifs d'utilisateurs du terrain, s'ils se l'approprient. D'ailleurs, c'était le deal avec de toute façon, le prestataire. C'est ceux qui vont réceptionner, ce sont les utilisateurs, c'est pas nous, c'est pas moi. Moi, je m'en servirai pas dans ce cas précis. Donc, il faut que ça leur soit utile. Donc, c'est le S de RSE. Si ça leur est utile, de toute façon, il n'y aura pas photo. Les collègues le demanderont. La réception ultime, c'est si leurs collègues le demandent d'y avoir accès parce qu'ils n'ont pas le jouet, en fait. Alors ça, c'est pour les collaborateurs, mais il y a aussi les dirigeants, les managers, justement. C'est quoi les prérequis pour réussir l'arrivée, l'intégration d'outils numériques dans une entreprise quand on parle RSE? Sur qui on s'appuie? On parlait tout à l'heure, on était avec Christian Maviel qui nous disait, voilà, je m'appuie sur des compétences extérieures. Il nous a donné quelques bons exemples. Parlez-nous de votre association régionale qui s'appelle Propulse, justement, et qui permet quelque part de partager ce type d'angoisse. Tout à fait. Donc je préside l'association Propulse qui a été créée par la région Nouvelle-Aquitaine dans la continuité des programmes du futur. Donc je ne sais pas si vous en avez parlé hier par exemple. Donc c'est un programme qui a plus de 10 ans dans la région. Donc un président de région qui sont très impliqués dans l'accompagnement de l'industrie et des PME ETI industrielles. Et le constat était le suivant. Donc la région finance depuis 10 ans des diagnostics dans les entreprises. Donc pour leur aider à prendre conscience. Donc il y a des consultants. Donc à l'extérieur, un œil extérieur vient et indique quels seraient les leviers d'action. Et après, on part avec une jolie feuille de route et on fait comment? Et donc on revient à la question que vous disiez tout à l'heure, c'est en interne, en externe. Et souvent les PME sont peu outillées, elles n'ont pas les ressources en fait, pas de chef de projet, soit de gestion de chef de projet, soit de compétences spécifiques. La région est dotée de beaucoup par exemple, de point de vue technologique, centre technologique. Il s'agissait de faire rencontrer, d'avoir une structure pérenne, une association en l'occurrence, qui fait rencontrer l'offre et la demande. Voilà. Guillaume et Sylvain, vous les deux experts justement, quel accompagnement pour ces dirigeants d'entreprise? Que leur raconter justement et qu'est-ce qu'ils doivent dire ensuite à leurs collaborateurs pour les rassurer, pour éviter peut-être aussi les dérives éthiques, évidemment, là aussi, il y a peut-être beaucoup de fantasmes. Alors, moi, je suis dans un club APM auquel je retire beaucoup de satisfaction, puisqu'on forme le dirigeant dans son quotidien. Donc déjà, former le dirigeant, c'est important pour apprendre. Parce que nous-mêmes, on a besoin d'apprendre. Retourner à l'école, des fois, ça fait pas de mal. Donc il y a tout un tas de dispositifs en région qui sont en train de se lancer. Nous, on en a un sur Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, avec un campus numérique. Il y a des parcours sur le numérique pour former au métier du numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, ce qu'on préconise, et on a fait un partenariat avec l'EM Lyon, pour former les dirigeants au métier du numérique. Donc le dirigeant en premier pour absorber cette nouvelle technologie, parce que c'est extrêmement compliqué à comprendre, ça va tellement vite qu'il y a tellement d'informations qu'on a besoin d'être accompagné. D'autres sujets, c'est d'accepter en tant que dirigeant de faire rentrer des nouvelles personnes qui n'existaient pas dans l'entreprise, des data scientists, des PMO. Donc c'est des mots un peu barbares pour le monde de l'entreprise. Allez-y, justement, faites un peu de pédagogie, Guillaume. Bon, data scientist, c'est celui qui va faire parler la donnée. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est celui qui va vous faire parler la donnée correctement. Et où est-ce qu'elle est, la donnée? Dans quel service? Dans quelle activité? Pour quel usage? Etc. Et qui va vous rendre jolie la donnée. C'est rien de pire que d'avoir un Excel qui est moche. Aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent de rendre la donnée un peu plus sexy. Et puis après, il y a des PMO. Les PMO, c'est les personnes qui vont faire passer les messages en transverse dans les entreprises, dont leur métier, c'est de porter des projets, donner du sens, fédérer, et faire en sorte que tout ça, ne soit pas un projet à côté, mais un projet qui soit porté par les collaborateurs. Et au sein du dirigeant, après, je pense qu'il est important d'aller visiter. Nous, on favorise énormément la visite d'autres entreprises, d'aller vraiment visiter d'autres entreprises qui ont mis des cas d'usage en place, qui ont aussi eu des difficultés
à mettre des projets en place, notamment autour du numérique, des échecs, de savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas refaire, en tout cas faire différemment. Et moi, je crois beaucoup au partage d'expérience, notamment sur le numérique. Et ça, c'est ce qui est au cœur du dispositif, notamment avec Entreprise du Futur. C'est pour ça qu'on adore. Voilà, le partage d'expérience, l'entreprise du futur. Et n'oubliez pas aussi cette conciergerie, entre guillemets, dont vous parlez tout à l'heure, Alban Guyot, pour solutionner, régler vos problématiques, vos problèmes stratégiques, justement. Et justement, voilà, le digital au profit de la RSE, ça fait partie des questions que vous pouvez poser un jour, un week-end, voilà, pour gagner quelques journées par an. Sylvain, pour continuer, pour poursuivre l'échange au nom de Icanto cette fois. Alors nous, ce qu'on fait pour accompagner nos clients sur ces thématiques, donc on a deux axes. On a un axe, on fait des diagnostics de maturité IA. On est partenaire de la BPI notamment pour réaliser ces diagnostics avec du financement, etc. Donc l'idée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'enjeu, c'est de partir justement de votre stratégie, de vos enjeux, pour voir comment on peut mettre en perspective l'IA et tous ces outils. On a parlé de ChatGPT, DeepSeek, Mistral, d'IA générative, la data science, etc. Tout ça, c'est souvent pas suffisamment bien compris pour pouvoir lancer des chantiers et comprendre ce que ça implique. Donc nous, on travaille là-dessus. Et puis ensuite, par rapport à ce que tu disais à l'instant, on va prendre chacun de ces enjeux, on va les formaliser sous la forme de cas d'usage, et puis on va essayer de dérouler chacun de ces cas d'usage avec une approche où on va voir le terrain dans un premier temps, comprendre si ce que les grands chefs ont pu voir se traduit par un vrai ressenti et comment est-ce qu'il est ressenti sur le terrain, pour derrière faire en sorte que l'innovation qu'on va chercher à mettre en place s'ancre dans quelque chose qui est un pain point, un point de douleur réel, ressenti, que la réponse soit adaptée. Donc ça, c'est une approche. Après, c'est notre boîte à outils Canto. Après, j'ai participé notamment à des ateliers il y a quelques temps, fresque du numérique, atelier d'automne. C'est pas forcément payant en plus, et c'est une belle initiative pour commencer à sensibiliser vos collaborateurs ou vous-même sur les enjeux du numérique, comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Atelier d'automne, mais normalement on ne travaille pas en automne, c'est ça. Oui, automne-hiver, là on réfléchit, c'est ça. Écoutez Charlie tout à l'heure. Dernière question, quand on parle de numérique, de digital, d'IA, au profit de la RSE, l'homme ou la femme, peu importe, qui doit s'en occuper, c'est le dirigeant, la dirigeante, absolument. C'est vous qui vous êtes emparé tout de suite de ce sujet, qui le diffusez, Eric, chez Enco. Comme tout sujet nouveau, on est le premier porteur. Et après, donc là, on est en train de réfléchir. Il y aura forcément à un moment donné quelqu'un qui va prendre le relais. Mais on n'est pas mûr pour savoir quel est le besoin, quelles sont les compétences. Ouais, et heureusement qu'on ne l'a pas fait, on s'est revu là récemment en Cognière, qu'on l'a fait il y a 6 mois, parce qu'on a déjà évolué sur le type de compétences qu'il y a besoin. Il faut que ça mature. Il y a aussi besoin que ça diffuse dans les services existants. Et après, on va mettre quelqu'un. Mais c'est aussi notre façon de faire. Que ça diffuse, Guillaume, aussi, en rassurant les questions éthiques aussi. Je le disais, beaucoup de fantasmes. Qu'est-ce que vous nous dites, vous ? Nous, on a décidé de libérer les énergies dans l'entreprise chez Visiative. Donc moi, j'ai créé une équipe, une guilde open bar sur l'IA. Donc c'est une petite équipe qui travaille on top de ce qu'ils font au quotidien, mais ils ont carte blanche pour explorer les sujets d'usage dans l'IA. Donc moi, plutôt que l'interdire, ou en tout cas je l'ai encadré, je l'ai accéléré, et en fait c'est les équipes qui viennent partager, regarder vraiment au plus proche du terrain quels sont les intérêts du numérique au quotidien pour les collaborateurs. Donc ça marche bien chez Visiative. Évidemment, après, on les sensibilise sur la cybersécurité, parce que nous, c'est au cœur du dispositif chez Visiative. On a fait une plateforme, qui est une plateforme qu'on a appelée Academy, où chaque collaborateur peut se connecter et suivre des modules de formation, qui est maintenant transposé pour nos clients, où on forme sur les sujets. C'est vrai, ouvrons une parenthèse, on est un petit peu au-delà des questions de RSE, mais la cyber, franchement, pensez-y, mesdames, messieurs. Guillaume, allez, une petite piqûre de rappel là-dessus. Franchement, c'est le danger absolu, le danger immédiat. Là, pour le coup, là, on n'est pas sur une échéance à, 50 ans. Non, on est sur l'immédiat de l'immédiat. Je vais vous donner une stat qui est... Nous, on a un observatoire formidable puisqu'on diagnostique un peu plus de 600 entreprises chaque année. On a 7 entreprises sur 10 encore, des PME, qui n'ont pas de référent cyber. Et aujourd'hui, on ne peut pas se développer. Nous, quand on fait de la croissance externe, dans chaque due deal, on fait une analyse cyber, c'est obligatoire.
Et aujourd'hui, tout le monde est malheureusement ouvert au risque cyber, quel que soit le modèle, notamment avec nos nouveaux devices. Que ce soit des smartphones, des tablettes, etc. Il faut vraiment sensibiliser. Enfin, je vous encourage à aussi aller au-delà. Hein. C'est le contrat d'assurance. Oui, sinon, c'est la mort. C'est la mort assurée. Hein. Voilà, C'est la petite astérix qu'on n'a pas prévu dans son contrat Bien d'assurance. sûr. Et quand on fait de l'exploitation, on peut avoir une grosse perte d'exploitation. Donc faites vraiment attention au sujet cyber. Il y a encore trop d'attaques. Et généralement, c'est toujours au moment où on est... alors là, pour le coup, en été, sous les cocotiers, qu'ils attaquent parce que on est sur le, voilà, il n'y a personne. Et puis, il n'y a rien qui a été prévu. Exactement, Voilà. tout à fait. Guillaume Manelli, on remercie Éric Sinclair, qu'on applaudit également, avec Sylvain Grassefa.